C'est ici, à Peyrat-le-Château, que Gilles Lallet avait rêvé d'organiser la course la plus difficile du monde. Avant sa tragique disparition en Afrique, il avait repéré le terrain et le tracé. Il avait trouvé un nom, la deadline. Il avait imaginé les ingrédients d'une course absolue, avec d'abord le froid et la neige. La GLC est vraiment une course unique. Elle se déroule en deux parties. Le matin, tous les pilotes prennent le départ d'une épreuve de sélection. On y trouve donc des spéciales de classement banderolés, comme des terrains de motocross, ou en ligne. Les pilotes y sont lâchés un par un. Seuls les meilleurs prendront le départ de l'après-midi. Forcément, on crève de froid. Stéphane Peter-Hansel, théoriquement peu sensible au gel, puisque natif de Vesoul en Franche-Comté, résume la situation. Dès qu'on prend un chemin, une route, c'est équerre, droite, c'est holiday on ice. C'est holiday on ice, plus froid. On se lève tôt, on crève de froid, on s'épuise. C'est alors qu'arrive la deuxième partie de la course. Je me demande comment ça se passe la course. Tu veux savoir comment ça se passe la course? Va là-bas. C'est le premier des 200 km de l'après-midi, l'apocalypse. S'il voyait ces images, le grand Gilles saurait qu'il ne s'est pas trompé. C'est bien la course la plus difficile du monde. C'est que tous ceux qui s'inscrivent là ont dû faire une connerie dans l'année pour venir s'inscrire là, et c'est la punition perpétuelle, quoi. C'est vrai qu'on est puni sans arrêt, quoi. Après la mort de Gilles, la course fut appelée la Gilles Lallet classique, dont voici un autre ingrédient, les bourbiers, appelés les moulards par les enduristes. Il y a déjà beaucoup d'abandon et c'est loin d'être fini. Les moulards, on y perd tout. Le nord, la raison, l'espoir et même parfois la moto. Même les meilleurs y ont droit. Ici, Sven-Erik Jonsson, vainqueur de la première édition, est considéré à l'époque comme le meilleur enduriste du monde. Plouf!
Et l'épuisement est la règle de la GLC. Pour y faire face, il y a plusieurs solutions. D'abord les sentiments, l'enthousiasme, la peur ou encore l'humilité. Super. On s'éclate. C'est le cas de le dire. Bon, il y a des bourbiers, c'était les bourbiers qui me faisaient peur. C'est vrai, j'arrivais, j'angoissais, quoi. Je me disais, est-ce qu'on va en sortir? Est-ce qu'il va falloir encore galérer, décoller la moto, courir à côté? C'était vraiment costaud. C'était une journée très dure, je crois une des plus dures de ma carrière de moto. Détruit, complètement détruit, à sec, plus d'énergie, il faut pas me demander de faire 100 mètres à pied, je suis naze. Sur une journée, ouais, c'est la course la plus dure, c'est-à-dire que ça, on s'est défoncé, enfin moi je me suis défoncé physiquement, si on me demande de repartir demain, c'est impossible, donc je crois que sur une journée, c'est la course vraiment la plus dure que j'ai faite, ouais. Autre difficulté, les raidillons. Stéphane Peterhansel arrivera en haut grâce aux spectateurs. L'entraide de milliers d'anonymes fait de la Gilles Lallet classique une course unique. On y reviendra. Devant, tirez devant. Voici maintenant les pierriers, de véritables zones de franchissement. On est ici au royaume des trialistes. Pourtant, ils ne sont pas non plus à la fête. Charles Coutard, 9 fois champion de France de la discipline, a le courage d'admettre que c'est trop dur pour lui. C'est pas le problème de passer, c'est le problème que j'ai plus de bras. Plus de bras, plus de jambes, plus de rien. Pour tenir, il y a les ravitaillements. Comme le reste, c'est sauvage. Manger. C'est bon? Carly, tu viens rechercher le coup là. Tiens. En 2 coups, il passe là. Carly, tu viens. Est-ce que tu as une lampe de poche? On peut la mettre par là. Chérie. Je te mets une lampe de poche ici à droite. Allez, vois. Mais la roue arrière, elle... Ouais, on est plus quoi, cool. Non, il faut changer l'éclairage là. Ouais. Il passe moins bien tellement de choses. Vas-y, allez, c'est bon. Venez, maintenez-vous le cul, putain. Lâche là. L'explication de cet énervement, c'est que la manche de l'après-midi se déroule en temps réel. Les concurrents sont partis tous ensemble et c'est le premier arrivé au bout qui est vainqueur. Autre constante de la GLC, le désespoir. Et puis arrive la nuit. C'est loin d'être terminé, les moteurs aussi commencent à désespérer. Pour continuer dans le noir, le froid et l'humidité, il faut un moral et une santé de fer. Peterhansel à pied, à terre et dans l'eau, il faut venir à la Gilles Lallet classique pour le voir. Heureusement, il y a le public. Comme le reste, il est unique au monde. Voici la vraie chaleur du Limousin en hiver. Tenir est une obsession. De l'eau. Donne-y de l'eau. Non, de l'eau dans le radiateur. Donne-moi à boire. Ça va? Mets de l'eau dans le radiateur. Ouais, ça va. T'es bien. Des gants. Des gants. Coup de pompe. Ouais. Des problèmes Pas assez mangé, pas assez bu. Le froid. Les 200 derniers mètres du Corbeau Mort, en fait, c'est la folie. C'est impossible. J'ai dû faire, je sais pas, 20% de la côte ou
ou 10% de la côte par mes propres moyens, et le reste, c'est le public qui m'a tiré jusqu'en haut. Sans eux, je serais jamais arrivé en fait. Pour tenir tout au long des 200 km de cette journée d'enfer, il y a l'entraide du public. La vraie spécialité de la Gilles Lallet classique. Le rêve de Gilles Lallet était qu'un seul pilote arrive au bout. La fin de la course, c'est la côte du Corbeau mort. Attention, triomphe. 15 à 20 000 spectateurs en délire, frissons et chair de poule garantie. Février 92 à Limoges, il est 5 h du matin. Stéphane Peterhansel se lève bien avant le jour. Gilles Lallet s'est tué au Congo il y a 2 mois. Catherine, son épouse, a repris le flambeau et les copains du désert ont répondu présent. Ah Maya, t'as passé une bonne petite nuit? Ouais. Courte mais bonne? Courte mais bonne. Ça t'en met pas dessus, non? Ouais, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Pourquoi? Ça me rappelle les départs du Dakar. Sitôt que ça. Ils sont là par solidarité et aussi parce qu'ils sentent le début d'une belle légende. Numéro 1, nous aurons bien sûr Stéphane Peterhansel, le dernier vainqueur du Paris-Le-Cap. Stéphane Peterhansel est là, forcément. À ses côtés, au départ, avec le numéro 2, le Suédois Sven-Erik Jönsson, probablement le spécialiste absolu de ce genre de course folle et en tout cas le meilleur enduriste du monde. Il est 6 h du matin, il fait très froid et très humide.
Le parcours du matin, environ 6 heures de moto, est un honnête championnat de France d'enduro composé de liaisons et de spéciales chronométrées dans un beau paysage. Difficile, mais on est en terrain connu. Le meilleur temps de la matinée est pour le Français Alain Olivier. Pour l'instant, c'est seulement très joli. C'est quand même de l'enduro et certains endurent mal. Sur les liaisons, le temps ne compte guère, mais la fatigue et l'épuisement menacent déjà. Dans les spéciales, les premiers numéros de Dossard arrivent propres et groupés. C'est la première année, on n'est pas encore de vrais professionnels à l'organisation. Et le décompte des départs de spéciales sur les doigts du starter n'est pas tout à fait dans les règles de l'art. Pas grave, on comprend. Voici une spéciale en ligne, le rêve de l'enduriste. Ici, il faut aller vite. Seuls les 60 meilleurs temps prendront le départ de la deuxième partie de la course. À midi, à Perras-le-Château, entre les deux manches, les favoris sont tous qualifiés pour le deuxième départ. On s'active pour tout remettre à neuf. Le départ de la manche de l'après-midi est donné en ligne. Dans 200 km, le premier arrivé à la côte du Corbeau-Mort aura gagné. Pour l'instant, c'est un motocross emmené par Peter Hansel. Mais la douleur attend dans le bois, un peu plus loin. Quand on court la Gilles Lallet classique, il faut savoir souffrir. On peut même se demander s'il n'est pas un peu nécessaire d'aimer ça. Dans les moulins, on peut pousser, ça ne passe pas forcément. On peut accélérer calmement, pas terrible, mais ça passe. On peut courir, ça passe, génial, enfin, moins. Quand ça ne passe pas, il faut s'arracher du moulin. Ensuite, nettoyer. Et les héros sont fatigués. Je glisse sur le garde-boue arrière. Passez-moi un chiffon, s'il vous plaît. Ça se passe comment la course? Ça se passe comment la course? Tu me demandes comment ça se passe la course. Tu veux savoir comment ça se passe la course? Va là-bas. Tu vas comprendre plus vite. Mets des bottes. Ah bah tu les as. Bah, va là-bas alors. Explique-moi, je suis pas allé. Ah bah, vas-y. Tu vas comprendre. T'as de la merde jusque là. Et donc la moto, ça arrive jusque là. Et alors quand tu veux soulever la moto, tu vas jusque là. Et derrière encore. Puis alors faut que tu arrêtes parce qu'après tu es en apnée. Allez. Tu l'as pas vu le bourbier? Ouais, c'est partout. Jolie descente de Peter Hansel. Les Thierry Roland et Jean-Michel Larquet de Perras-le-Château commentent l'action en direct. Peter est venu, bon, il a jamais gagné quoi que ce soit ici. Il sait très bien que c'est pas d'une part son terrain, et il sait que bon, ben, le terrain du Limousin, il est difficile. Mais à travers ce qu'il sait, je suis sûr que lui aussi, aujourd'hui, il découvre quelque chose qu'il ne pensait pas. Hein.
La nuit est tombée. Le trial, ça use, en particulier à cette heure et à cette époque de l'année. Le message de Gilles Lallet était « Allez au bout de vos forces ». Application à la lettre. Pour certains, c'est un calvaire. Mais le Gotha est au bout. La fameuse côte du Corbeau mort et la satisfaction légendaire de pouvoir dire « J'y étais ». Ce délicieux endroit s'appelle la cascade des Jarreaux. Cinq heures après le départ, le deuxième départ, Sven-Erik Jonsson arrive le premier, donnant cette victoire historique à la marque Husqvarna. Sous une pluie battante, Alain Olivier arrive 18 minutes plus tard, suivi de très peu par la 125 de l'anglais Edmondson. Gilles Lallet avait vu juste, qui disait qu'une 125 pouvait être une arme redoutable dans cette course de folie. Sven-Erik Jonsson, c'est un gars, au niveau enduro mondial, dans ce type de truc, c'est la référence. Donc je suis assez flatté de faire deux derrière lui. Le formidable Peter Hansel avait tout à perdre dans cette course, sauf l'honneur et l'amitié pour Gilles Lallet et sa femme. Il est 7e, totalement rincé. Il avouera plus tard n'avoir jamais rien fait d'aussi dur dans sa vie. Quant à Thierry Charbonnier, 4e, il aura de très jolis mots à l'arrivée. Quand j'avais un petit moment comme ça, je pensais tout de suite à Gilles. Et je sais que bon, il voulait cette course. En plus, il pleuvait. Je crois que c'est ce qu'il voulait. Donc, ça m'a toujours remonté le moral et j'ai toujours été de l'avant, je crois, en pensant à lui. Ils seront 22 à l'arrivée de cette première historique. Jonsson, Olivier, Edmondson, Charbonnier, Rivière, Pidou, Peter Hansel, Bouffiou, Roland, Miroir, Charles, Alguet, Pfefferle, Morales, Cavandoli, Charbonnel, Magnaldi, Esquirol, Estelle, Mella, Wouters. Le dernier, Masso Blasco, arrive 4 heures après le vainqueur. Les héros sont là, la légende est en marche. « 93, la neige, la glisse, bref, l'année Gadin. Ça commence mal. On ne rigole pas. C'est dans ces spéciales que l'on gagne sa qualification pour l'après-midi. Il faut être dans les 100 meilleurs temps. Et l'on se retrouve alors en ligne aux côtés de Stéphane Peter Hansel. L'année dernière, on savait que ça allait être dur, mais on pouvait espérer que ça soit que des racontards. Et maintenant, on sait que c'est plus de la rigolade, on sait que ça va être très dur. En plus, avec la neige, ça va pas arranger les choses. Enfin, j'en suis sûr que si Gilles avait été là, il serait très heureux de voir le temps qu'il fait. Parce que je pense que pour lui, c'était le scénario parfait, en fait. L'homme qui est aujourd'hui vainqueur de 6 Paris-Dakar, mais aussi 11 fois champion de France et 5 fois champion du monde d'enduro ne se trompe pas. Quand il dit que son ami Lallet aurait adoré ce type de terrain, cela signifie que les concurrents vont souffrir. Normal, Gilles avait tracé la course pour fabriquer des héros de légende.
Cette année, l'homme du Dakar sera battu par les hommes du Drakkar. Les Vikings Jonsson, Karlsson et Eriksson vont faire un malheur. Contrairement au dicton populaire, ce malheur fera aussi celui des autres. Le brouillard, par exemple, est toujours le fidèle compagnon des Scandinaves. Pour les autres, c'est une sacrée opération souci. Sven-Erik Jonsson, un numéro 1 qui entend bien le rester. Derrière, Olivier, numéro 2, Charbonnel, le 14, Esquirol, le 12, ne sont que des futurs héros de la GLC. Jonsson et Karlsson roulent ensemble, impériaux, imparables. À la nuit tombée, dans un endroit féerique, Peter Hansel retrouve son ruisseau favori, à la cascade des Jarreaux, la Haine. Il finira 5e. Après 11 heures de moto, Sven-Erik Jonsson double sa victoire de 92 devant Ken Carlson et les 10 000 spectateurs du Corbeau Mort. Ce coin perdu de France, battu des vents et des bourrasques de neige, est aussi célèbre et dingue que le Supercross de Bercy. Les héros sont portés en haut de la côte par 20 000 mains inconnues. Ils sont 15 en tout et pour tout. Charbonnel sauve l'honneur des Français en montant sur le podium avec les Suédois. En 1994, la GLC emprunte carrément des zones de championnat du monde de trial. C'est dire si le franchissement est à l'ordre du jour. Les Suédois sont venus à 4, et même s'ils sont d'excellents pilotes d'enduro, le trial, ça n'est pas trop leur truc. L'élégance non plus d'ailleurs, d'une façon générale. Leur truc à eux, c'est l'efficacité, et aussi l'endurance. Sven-Erik Jonsson met des pieds partout, mais ne s'arrête pas. 3e victoire d'affilée? Non. Il restera bloqué dans un bourbier où il semble que le public, toujours si prompt à aider les pilotes, l'est peu informé sur la bonne trajectoire. Enfin bref, ici, on avance comme on peut, et parfois on peut peu. Cette année, Peter Hansel n'ira pas jusqu'au bout. Qu'est-ce qui s'est passé? Je tombe en pleine naissance, tout bêtement. Ouais. Mais le Limousin, c'est pas forcément très peuplé. Hein. Donc on peut marcher des fois longtemps sans rencontrer une ferme. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai marché un quart d'heure dans un sens, un quart d'heure dans l'autre pour trouver une ferme. J'ai d'aller à pied, c'est une première, ça. Ouais. Devenons ensemble un public branché en connaissant les hauts lieux de la GLC. Voici le bourbier de Quenouille. Voilà qui sent la France profonde. Et d'ailleurs, le bourbier l'est profond. Le pierrier trialisant s'appelle le bois de Crozat. Le spot de la nuit limousine, c'est la cascade des Jarreaux. Quand les pilotes y arrivent, ils ont 1 heure de retard sur l'horaire calculé par l'organisation. Il est clair que cette année, il n'y aura pas grand monde au Corbeau Mort dans les temps. En effet, les pilotes doivent être rentrés à minuit, comme les jeunes.
Le moral tombe, les abandons aussi. Fabien Rolland ne verra pas le bout. Ça fait trois mois que je m'entraîne comme un fou. Et bien là, non, je le verrai pas. C'est pas pour moi encore. Je suis vraiment déçu, mais bon, faut être logique. Hein, quand on est dans mon état actuel là, je peux plus continuer, donc il vaut mieux s'arrêter. Et voici enfin la montée vers le triomphe. Les pilotes ont 15 heures de moto dans les jambes. Ils seront 9 à l'arrivée. Cyril Esquirol met fin à la domination des pilotes suédois, il roule quand même sur Husqvarna, et entre dans la légende de la course la plus dure du monde. Viennent ensuite Jansson, Olivier, Charbonnel, Edmondson, fidèle à la 125. Pidou va monter tout seul, sans l'assistance de la foule. Délire chez les 15 000 spectateurs qui attendent depuis des heures. Derrière lui, il y aura encore Charbonnier, Boulet et Coste. Ils étaient 230 au départ, sacrée journée, avec 9 dieux consacrés. « 1995, leçon de pilotage. Dans le bourbier, gaz. Et on ne lâche pas. » Ce principe marche bien quand on est devant. Quand on arrive derrière, on devient un forçat. On ne s'en lasse pas, eux non plus d'ailleurs. La preuve, ils sont là tous les ans. Le problème, c'est que cette année-là, il pleut des cordes. Les moulards sont voraces, les ruisseaux en crue, les motards en hard et bientôt en haillons. Des forçats, l'armée des zombies. Il y a du dégât. Cyril Esquirol, qui roule maintenant sur Honda, serre les dents et largue Svensson. Dans cette succession de bourbiers et de grimpettes, les moteurs chauffent terriblement. Il y a vraiment du dégât. Ça va? C'est bon. Tu voulais? Non, c'est bon. Ça peut dur pour l'enfant.
forme devant. Je vais arrêter, c'est bien. Hein? Mais ça, il a eu jusqu'à faux. Non? Là. Ça va? Pas trop loin. Vous avez fait la moitié à peu près. On n'est pas loin de fond. Et après, Eric, c'est moins. Les côtes, elles sont ici, les plus dures côtes. Hein. Ouais, Après, à fond, ça relâche un peu. Ouais, sur Royer, après, c'est bon. Et entre Royer et Saint-Martin, tout ça, il y a... Ouais. La moitié là. Il a fait la plus dure. Au contrôle, le moral est bas. Éric Bernard laisse tomber. Au corbeau mort, ils seront 4 en tout et pour tout. Esquirol, Charbonnel, Peter Hansel, Nicoli. La pluie tourne au déluge, le triomphe passe à l'éternité. « 1996, Esquirol est absent, blessé au Dakar 2 mois plus tôt. Il n'y a donc pas de numéro 1 en course. Pas de Suédois au départ, mais un gros contingent italien, dont le champion du monde Giovanni Sala. Côté français, Charbonnel, numéro 2, et Peter Hansel, numéro 3. Plus 250 concurrents au départ. Ce torrent glacé à traverser, la Bérésina. De l'autre côté, plus d'hommes, plus de chevaux, plus rien. Le désespoir. De cette manche de sélection démentielle, Peter Hansel est sorti en tête. La manche de l'après-midi est lâchée pilote par pilote pour des raisons de sécurité. Le résultat se fera sur le principe intangible de la GLC. Le premier pilote au bout a gagné. Dès le départ, gaz. À la côte de Quenouille, Charbonnel est devant Peter Hansel. Enfin, en bas de la côte. En haut, ça va changer. Et ce sera comme ça pendant 8 heures. Ici, pratiquement en ville, Peter Hansel est en tête. Charbonnel est juste derrière. Énervé, il veut reprendre du temps. Il va viser le monticule où le public est installé. Ravitaillement sauvage. C'est bon, vous emmerdez pas de ça. C'est bon, donne-moi Laurent. Bon, allez, Laurent. Allez, Laurent. Tenez, c'est... 3 lunettes, pas de gants. La nuit tombe sur le sol enneigé. La bagarre continue jusqu'au bout. À la côte du Corbeau mort, on entre dans le sublime. Les deux pilotes arrivent en même temps.
Le public a fait arriver Charbonnel 9 secondes avant Peter Hansel. L'histoire retiendra une égalité divine. « 1997, c'est exceptionnel, il fait beau. Les cavaliers de l'Apocalypse se préparent. Dans la côte des Pradelles, Cyril Esquirol et les 10 premiers passent magnifiquement. Le beau temps, sans doute. Dans les bourbiers, Cyril Esquirol a presque l'air de s'amuser, le beau temps sans doute, et aussi des mois d'entraînement pour gagner ce qui est pour lui la course de l'année. Retour en arrière à la côte des Pradelles, voici les suivants. Quand Éric Sélis, journaliste à Motorvue, a regardé ces images, il a pensé au saumon qui remonte les cascades. Et le fait est que ces pilotes sont un peu cascadeurs. Il fait beau, d'accord, mais le pierrier de Crozat reste une vraie vacherie. Autre vacherie, plus tard, la cascade des Jarreaux. Charbonnel est devant. Esquirol a été retardé par un problème de chaîne. Peter Hansel est cassé complet. Il finira quand même 9e. Au total, ils seront 29 à l'arrivée. Le beau temps, sans doute. Charbonnel gagne pour la 2e fois devant David Castera, Cyril Esquirol, Giovanni Sala et Laurent Pidou. Il termine 4e, Giovanni Sala. Et 1998, c'est l'année de la revanche pour Cyril Esquirol.
Troisième victoire à la GLC pour ce pilote et sa Honda numéro 3. On imagine que les autres grands spécialistes de la course la plus dure du monde vont lui faire une bagarre d'enfer. Et non, ce jour-là, c'est la Yamaha numéro 6 de Gilles Alguet qui va le suivre de près. D'une façon générale d'ailleurs, on verra apparaître au palmarès des noms que l'on voit souvent au départ et même à l'arrivée, mais pas dans les premiers. Pour l'instant, bagarre Esquirol, Alguet. Dans un enfer de boue et d'eau, voici une toute petite partie du parcours de Christian Boulet, alias Kiki. Il ne le sait pas encore, mais dans quelques heures, il fera partie des 7 héros qui termineront l'édition 98 de la GLC. Pourquoi seulement 7 ? Parce que derrière, c'est un désastre, une avalanche de ratages épuisants. Parfois même, il y a plus de pilotes dans le mauvais sens que dans le bon. Recommencer, toujours et encore. Esquirol a une forme éblouissante. C'est clair, ce garçon a le talent et la santé. Alguet suit à quelques minutes. Dans les raidillons de nuit, l'assistance bénévole, ou du moins très amicale, est d'une rare efficacité. Et c'est le corbeau mort. Il est 21h45, Esquirol gagne la GLC pour la 3e fois. Gilles Alguet est second devant Serge Nuc, Laurent Charbonnel, Christian Boulet, Éric Bernard et Christophe Meillat qui arrive juste à minuit. Belle histoire pour la montée de Serge Nuc. Il chute, son pot d'échappement est bouché. Qu'à cela ne tienne, la foule va le hisser jusqu'en haut. La GLC, une course d'enfer, mais aussi un public d'enfer. Laurent Charbonnel en personne avec le soutien de Racing Park Salim. Voilà, c'est parti. En février 99, les concurrents ne savent pas qu'ils vont disputer la dernière GLC du siècle et du millénaire. En effet, la Gilles Lallet Classique 2000 sera annulée à la suite des tempêtes d'hiver qui ont ravagé la forêt du Limousin, les bûcherons ayant d'autres urgences que de dégager les chemins d'une course de moto, fût-elle la plus prestigieuse et la plus difficile du monde. La victoire de Cyril Esquirol sur la moto numéro 1, puisqu'il a gagné l'année précédente, est donc historique à plus d'un titre. D'abord parce qu'il gagne pour la 4e fois, devenant un peu à la GLC ce que Stéphane Peterhansel est au Paris-Dakar. Ensuite, parce qu'il s'agit d'une Gilles Lallet classique d'anthologie, avec tous les ingrédients qui ont fait sa légende. La boue, le froid, la nuit, l'épuisement. Ils seront 11 à l'arrivée. Esquirol, Castéra, Charbonnel, Alguet, Boulet, Crosset, Joriot, Gau, Després et Frétinier. Un petit mot pour Alexandre Roche qui a rejoint le corbeau mort, mais hors temps. L'horreur dans l'honneur. Enfin, la course d'Esquirol a été magnifiquement gérée. Une condition physique à toute épreuve, une confiance en soi qui lui a permis de prendre du temps au ravitaillement, sachant qu'il reprendrait le temps perdu sans problème. Cyril Esquirol est clairement devenu le pilote le plus dur du monde.